Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accompagner avec toute l'équipe d'Actinum pour cette soirée événement et on peut le dire, vous êtes des privilégiés parce que ce premier baromètre va être riche d'enseignements, c'est aussi, puisque vous êtes toutes et tous ici des amis d'Actinum quelque part, un temps de convivialité, de partage, d'échange. On va avoir avec Barbara tout à l'heure les principaux résultats et les principaux enseignements. Et puis, on aura avec nos trois invités de marque des échanges, justement, une mise en perspective de ces enjeux et de ces résultats du baromètre. Je vais appeler celui qui est votre hôte, à qui on doit cette soirée. Il est CEO d'Actinum. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît, très chaleureusement. Avec le jingle. Gwenaël Rigolet, s'il vous plaît. Merci Gwenaël. Je te laisse aller au pupitre et je remercie nos amis d'être présents et je voudrais te remercier d'être à l'origine de cette soirée avec, je le disais, un sujet passionnant. Tu as un micro HF dessous si tu veux. Parfait. Ça marche. Eh bien, moi je voulais vous remercier de votre présence puisque vous êtes plus de 200 personnes à avoir été intéressées par cette soirée. Alors je pense que tout le monde n'est pas arrivé. Mais je voulais aussi remercier les 600 répondants de ce baromètre qui ont pris le temps de répondre à un ensemble de questions qui avaient une certaine profondeur, puisque l'objectif, c'était aussi d'avoir des analyses qui soient poussées. Et autour de ça, je voudrais aussi remercier Parlons RH qui nous a aidé à construire ce baromètre et toute l'équipe Actinum qui nous a permis d'être là ce soir. Donc j'espère que la soirée sera enrichissante. Nous, on avait besoin de vous entendre, de vous comprendre, d'aller au-delà de nos convictions et de les enrichir de votre point de vue. Et c'est ce qu'on espère avoir réussi. Mais ça, on le saura dans 1h30. Donc, merci à tous et bonne suite surtout. Merci beaucoup, Gwenaël. Merci. Alors, ces sujets de transformation, de monde du travail qui est en perpétuelle évolution, j'animais tout à l'heure une émission relative à la formation professionnelle avec nos amis de Centre Info. Les sujets de transformation, de management, c'est vos sujets, ce sont ceux que vous promouvez, que vous activez et pour lesquels vous accompagnez les entreprises. Oui, tout à fait. On les accompagne parce qu'on a la conviction que en fait, l'énergie la plus durable de l'entreprise, ce sont l'humain et ce sont les managers qui les activent. Et donc, autour de ça, cette conviction, moi, je l'ai construite il y a maintenant une vingtaine d'années en allant apprendre ce que c'était que le management de projet au Canada. Et je me suis aperçu que manager un projet, manager une équipe, c'était un métier, qu'on pouvait le faire du bachelor au DESS en Amérique du Nord. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas tout à fait la même chose en France. Et autour de ça, ça a forgé cette conviction qu'en fait, le management était un métier et qu'on se devait de développer les compétences des managers. Donc, autour de ça, en fait, avec un coach de haut dirigeant, un expert projet, moi-même, et aussi un jeune ingénieur informatique, on a créé il y a 14 ans Actinum, avec une idée que c'était en fait pas simplement de la formation, c'est aussi de l'accompagnement. Et c'est aussi une richesse de développement qui doit permettre de dépasser plein de choses. Pendant ces 14 ans, on s'est appuyé sur les managers pour dépasser les crises, pour innover, pour également aussi activer l'humain, l'intelligence collective, pour aussi relever les challenges des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, de s'adapter aussi au monde du travail, à ces changements. Et tout ça, nous, notre volonté, c'est toujours d'avoir un temps d'avance. Et donc ce soir, on espère qu'on aura encore la possibilité, grâce à vos retours, d'avoir ce temps d'avance. Ce temps d'avance, vous l'avez, puisque vous êtes aussi quelque part un poste avancé, une vigie, un éclaireur de ces tendances du marché du travail qui évoluent. Vous avez choisi de dédier tout ce que vous faites et toutes vos actions aux managers. Et je le disais dans un post LinkedIn que j'ai publié, c'est vrai que les managers, ils sont souvent sous les radars. On ne parle pas trop d'eux. Et pourtant, ce sont eux qui sont à la courroie de transmission, surtout dans les périodes de transformation. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi de braquer les projecteurs sur les managers. Non, c'est pas un hasard, parce qu'on parle beaucoup d'énergie durable en fait. Et on s'est dit, mais quelle est l'énergie qui est capable de rouler 40 ans, 42 ans maintenant, 45 ans? Et en fait, c'est l'humain. Et cette énergie-là, il faut en prendre soin pour qu'elle se renouvelle. Et en prendre soin, nous, on considère que prendre soin des managers, c'est faire en sorte qu'eux-mêmes prennent soin de leurs équipes et qu'elles leur rendent et qu'ils se projettent dans un projet commun. Donc c'est pour ça que le management, pour nous, est vraiment un point central qui doit permettre à l'entreprise de se transformer, de s'adapter à son environnement, voire même de le modeler en fait. Donc voilà, c'est ça notre conviction.
Voilà, conviction que vous partagez avec nos amis. Je voudrais que vous applaudissiez encore une fois Gwenaëlle Rigolet-Gonahel. On se retrouvera tout à l'heure. Et on va entrer dans le vif du sujet avec Barbara qui va nous rejoindre. Je demande de l'accueillir, directrice marketing et commerciale d'Actinum, Barbara Évrard. Les grands enseignements de ce premier baromètre révélation avec vous. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie ce soir de vous rencontrer à tous, que vous ayez répondu si nombreux présents à notre invitation. C'est un vrai plaisir pour nous tous, c'est aussi une grande fierté, un grand honneur de vous présenter ce soir les résultats de ce premier baromètre des compétences managériales. C'est 7 mois de construction avec notre partenaire, Gwenaëlle l'a dit, Parlons RH. Et certainement ce soir, voilà, le plaisir de vous présenter ces résultats d'avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti, et il sera libre au téléchargement dès demain matin, mais vous aurez ce soir le plaisir de repartir avec. Avant de démarrer dans les résultats de ce baromètre, j'ai envie de vous proposer, mais Gwenaëlle m'a un peu spolié mon discours, merci, qu'on fasse un petit tour peut-être sur les transformations qui ont été vécues effectivement ces dernières années par les organisations. Je pense qu'on a tous en tête l'hybridation des organisations, le changement des modes de travail, la pression croissante de la concurrence. Merci. Les tensions sociales et sociétales. Et toutes ces grandes transformations, là aussi Gwenaëlle l'a dit, mais ont mis à mal les managers. Ils ont été mis à rude épreuve et ils ont été soumis à un faisceau redoutable d'injonctions contradictoires. Mais c'est quoi les missions et les responsabilités des managers aujourd'hui, dans ce monde qui se transforme si vite? Un manager, c'est quoi dans une organisation? Il est garant de la performance. Il est aussi, bien évidemment, responsable du bien-être de ses collaborateurs, des attentes individuelles. Il doit réconcilier court et moyen terme et long terme. Il est surtout acteur, catalyseur et accélérateur de ces transformations. Donc on le voit bien, les compétences managériales ont dû se développer, se renouveler. Mais la question qui se pose, c'est comment les organisations se sont adaptées à ces transformations. Pour en savoir plus, là, on en a également parlé, on remercie les 602 répondants qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Et allez, sans plus tarder, je vous invite à découvrir ce parcours d'exploration des entreprises françaises du point de vue des compétences managériales. Alors je m'excuse, je vais boire, parce qu'il faut s'hydrater quand on prend la parole. Tu m'as dit, Frédéric, en bas. Non, raté. Ça va venir. Je vous présente les premiers résultats et surtout les éléments, les points forts de ce baromètre. Je vous laisse les découvrir. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les professionnels des ressources humaines et les managers qui ont répondu à ce baromètre, ils nous disent à la quasi-unanimité, 90% c'est quasi-unanimité, que les compétences managériales sont des enjeux stratégiques et sont considérées comme stratégiques. Et pour autant, 2/3 des entreprises ne forment pas systématiquement leurs managers dans le cadre d'un processus défini. Peut-être le premier paradoxe que nous révèle ce baromètre. Je vous propose qu'on aille creuser un petit peu sur ce qui se passe au sein des organisations du point de vue des compétences managériales. « 34% des entreprises encore aujourd'hui en France sélectionnent leurs managers parmi les meilleurs experts. Aujourd'hui en France, dans un peu plus d'1/3 des organisations, le management est encore considéré comme le couronnement d'une carrière d'expert.
mais pas encore comme un métier à part entière. On pourrait donc imaginer que lorsqu'on promeut à des fonctions managériales des experts métiers, on va se doter de dispositifs de formation pour les accompagner sur les compétences managériales. On n'est pas à un paradoxe près en France, puisque seulement 26% de ces organisations qui promeuvent les meilleurs experts au rôle de manager ont une politique systématique de formation aux compétences managériales. Et à l'inverse, on voit que seulement 5% des entreprises, des organisations, de vos organisations, se reposent sur des managers professionnels. Je nous en ai fait une illustration tout à l'heure. Et dans ces 5% des entreprises, 55% d'entre elles, 5% des entreprises qui s'en remettent à des managers professionnels, et pour autant, 55% d'entre elles forment systématiquement leur manager. Ce qui illustre également ce baromètre, c'est que ces entreprises-là qui forment systématiquement leur manager évaluent les compétences managériales associées, donc se dotent d'un référentiel de compétences associées, et proposent aussi à leurs managers un catalogue de formation dédié à ces managers. La question qui se pose, c'est est-ce que les entreprises sont-elles toutes égales face au développement des compétences managériales? À l'évidence, non. Il est évident que manager dans une TPE de conseil, une PME du bâtiment, une ETI de la tech, un grand groupe industriel, les enjeux sont différents, les moyens mis à disposition de ces managers sont également différents. On voit que 45% des grands groupes ont un catalogue de formation qui est spécifiquement dédié aux managers, contre 10% des PME. Et 2/3 des entreprises de plus de 1000 salariés ont mis en place un référentiel de compétences managériales ou vont le faire prochainement, contre 40% des PME. On voit également à la lecture de ce baromètre que les entreprises qui se dotent d'un catalogue de formation et qui évaluent les compétences sont souvent des organisations plus engagées que la moyenne, dont 84% d'entre elles, donc ça reste, c'est énorme, 84% des organisations qui forment les managers ont également développé une stratégie de responsabilité sociétale, contre 45% des entreprises qui ne forment jamais leurs managers. On parle de compétences depuis tout à l'heure, on est sur le baromètre des compétences managériales, mais dans ce monde qui se transforme, dans les transformations des organisations, de quelles compétences parle-t-on? Quelles sont les compétences dont professionnels RH ou managers eux-mêmes ont plébiscité? Sur les 10 premières compétences à renforcer chez les managers, selon les professionnels des ressources humaines ou les managers eux-mêmes, 7 d'entre elles relèvent des soft skills. L'accent mis sur ces compétences à dimension humaine et interpersonnelle est un signal fort en faveur de management mature et positif, loin des préoccupations de contrôle et de micromanagement qu'on pouvait voir dans un grand nombre d'organisations par le passé. Le podium donc, des 3 premières compétences en soft skills, donc on retrouve l'intelligence émotionnelle et relationnelle, leadership éthique et également l'écoute active et la reformulation. À titre personnel, je vais vous faire une confidence, si j'avais dû répondre à ce baromètre, je ne l'ai pas fait, j'aurais rajouté la prise de parole en public. Je ne vous cache pas, je considère que c'est une compétence à développer chez les managers et qu'elle n'est pas innée. Donc on vient de voir que 90% des professionnels considèrent que les compétences managériales sont stratégiques, que les soft skills doivent être renforcés en priorité,
Même si les managers, peut-être à la différence des professionnels RH, ont également mentionné dans les compétences à développer, liées aux enjeux d'aujourd'hui, de développer des compétences aussi sur l'IA et également sur la cybersécurité. Pardon, oui. Donc la question qui se pose, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'accorde à dire que manager aujourd'hui, c'est un métier qui demande de développer des compétences et de les renforcer? Mais quel est le frein à ce développement des compétences? 76% des professionnels qui ont répondu à ce baromètre nous disent que le seul frein, ou le frein principal, est bien loin devant tous les autres motifs, c'est le manque de temps des managers. Le temps à dédier à ces compétences managériales, ils les considèrent stratégiques et pour autant, le temps n'est pas présent. On les a interrogés également sur les modalités, dans la mesure où ils les considèrent stratégiques. Aujourd'hui, c'est quoi un bon dispositif de formation? Ils nous ont répondu quoi? Ils nous disent d'abord qu'ils veulent être formés tout au long de leur carrière, que les formations one-shot ont vécu, qu'ils veulent des dispositifs en continu. On a également constaté dans les résultats de ce baromètre qu'ils sont mûrs et prêts à accueillir des innovations pédagogiques sous une vaste palette de formats. Oui, le présentiel est demandé, vous le voyez à l'écran, 65%. Pour autant, les autres formats sont assez proches. Ils ont surtout besoin de modalités variées de formation. Autant de présentiel qui va favoriser les modalités d'entraînement et d'échange, mais également des formats distanciels, des formats également un peu plus individuels. Donc, ce qu'on pourrait conclure de ce baromètre, c'est que, oui, bien sûr, les compétences managériales ont la cote. 97% des répondants jugent que les compétences managériales peuvent et doivent s'acquérir tout au long de la vie. Un sujet demeure tout autant, puisque 51% d'entre eux estiment que le métier de manager requiert des prédispositions. Alors ça, sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, beaucoup de posts actuellement sur est-ce qu'on doit avoir des prédispositions pour un manager? Est-ce qu'il faut des prédispositions? Alors à titre personnel, ça me fait toujours un peu sourire parce que j'ai l'impression que c'est que pour ce métier qu'on s'interroge. On ne s'interroge pas pour les autres métiers. Mais pour manager, on s'interroge, est-ce qu'il faut des prédispositions ou pas? Certainement, mais pas plus, pas moins que pour d'autres. Et en tout cas, elles doivent... Rien ne s'apprend sans être formé, et en tout cas, elle doit être renforcée et développée. Donc, à la lecture de ces derniers renseignements, on voit bien que 82%, 97% considèrent qu'elles doivent s'acquérir et se développer, 82% considèrent le développement des compétences managériales doit avoir lieu tout au long de la carrière professionnelle. Donc, en conclusion de ce baromètre, je pense que nous devons nous rester très positif, on va voir le verre plutôt à moitié plein. Les professionnels interrogés considèrent tous que le management est un métier et qui s'apprend. Reste plus à ce que les organisations s'alignent sur cette vision. Et en s'alignant sur cette vision, les entreprises et les organisations ont un défi à relever et une promesse de performance future. Donc j'ai envie de vous dire à vous tous, en vous remerciant déjà pour votre écoute, n'en privez pas vos organisations et formez et formons les managers de demain. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Barbara Évrard, merci. Voilà, un baromètre riche d'enseignements. On va pouvoir maintenant évoquer ces sujets, évoquer les chiffres clés qui ont été livrés par Barbara avec nos invités. Décryptage, mise en perspective avec 3 angles, 3 profils différents. Vous allez voir que ces regards croisés vont être très intéressants. On va accueillir un DRH entrepreneur. Il est entrepreneur à la carrière riche, McKinsey,
Il a créé Bloom Network, vision large et éclectique, puisqu'il est passé par le commercial, les produits, et puis l'humain et les ressources humaines maintenant. Lucas, précurseur dans le SaaS, accompagnement des entreprises avec un SIRH complet, avec GTA, avec les talents, enfin, avec tous ces sujets que vous connaissez. Et c'est l'exemple du succès d'une scale-up, comment elle a évolué, comment elle a organisé sa croissance. Avec le DRH de Lucas, Charles de Fréminville qui nous rejoint. Merci Charles d'être avec nous. Il est international de rugby. Ce sont des gènes familiaux, voilà, qui l'animent. Il est dirigeant, Team One Group, il est conseiller en entreprise, il est conférencier, il donne près de 200 conférences par an, et puis consultant sport pour Sud Radio. Auteur de Au cœur de l'Ovalie, aux éditions Le Robert, que je vous conseille vraiment. C'est le regard du sportif, du coach, du manager par rapport à ces sujets, et évidemment le parallèle entre l'entreprise et puis le collectif de rugby. Merci d'accueillir Philippe Spanghero. Merci Philippe. Puis elle est passionnée par l'écriture, l'envie de raconter des histoires. Son ouvrage Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle, donne bigrement envie. Elle a découvert l'IA par la pratique dans un laboratoire sur les bases de données et les mécanismes de recommandation en littérature et de similarité. Elle m'a expliqué tout ça, elle va nous en parler également. Google Arts and Culture, 8 millions d'œuvres numérisées, ça n'a plus de secret pour elle. On va faire un focus sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur les compétences avec Laura Siboni. Merci Laura d'être avec nous aussi. Voilà, table ronde d'experts avec des regards croisés et des profils différents. Je vous le disais, je me tourne vers Charles. Déjà peut-être, et je vous poserai à tous les trois la même question, réaction par rapport à ces chiffres que nous a livrés Barbara pour ce premier baromètre. Il y a plein de choses, c'est super riche. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait une conscience des enjeux derrière. Je crois que c'était 87% qui disent voilà, il faut qu'on soit, enfin ça s'apprend et c'est un élément qui est important. Et je pense que ça fait référence à un mantra que j'aime bien, c'est on ne naît pas manager, on le devient. On le devient avec de la formation, on le devient avec de la volonté, on le devient aussi dans un environnement qui nous permet de le faire. Et je pense qu'effectivement, je crois qu'il y a aussi une statistique en dessous de prédisposition, mais il n'y a pas que ça. Et c'est un parcours qu'il faut structurer, qu'il faut accompagner pour les entreprises. Et ce n'est pas malheureusement, j'aimerais bien parfois que ce soit juste par la magie du ciel et qu'une petite baguette magique transforme les gens en managers ou qu'ils le soient déjà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, et c'est vrai que souvent, Barbara y faisait référence, c'est le couronnement d'une carrière. On va récompenser quelqu'un qui excelle dans son expertise en lui confiant le poste de manager. Ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas le DRH que vous êtes, Charles, qui me contredirait. Si on entre un peu plus dans les sujets relatifs à Lucas et puis à ce qui vous anime, c'est l'humain. Alors, Lucas, c'est vraiment exponentiel en termes de croissance. Et vous aviez monté votre entreprise de conseil. Et là, vous vous épanouissez au milieu de toutes ces compétences et avec des managers aussi qu'il faut manager, comme on dit. Hein. Exactement. Alors oui, donc moi j'étais entrepreneur et ma société a été rachetée par Lucas. Je suis devenu un peu DRH comme ça, un peu par la magie des vies professionnelles. Il y a un peu d'appétence quand même. Oui, il y a l'appétence en effet, mais c'est des surprises que nous font la vie. En tout cas, c'était pas prévu. Et donc pour le coup, par rapport à la notion de manager par l'expertise, moi, j'étais pas un DRH de métier, donc voilà, je suis pas un manager d'expertise. Et effectivement, ça s'inscrit dans un cadre plus global de Lucas, dans lequel on essaie de développer les collaborateurs. Et non, le manager, ce n'est pas le sacro graal que tout le monde doit viser absolument. C'est pour ça que la mobilité est importante chez nous, qu'on peut passer donc du produit comme moi au RH, du commercial au développement. Donc il y a plein de choses différentes. Et dans un contexte dans lequel aussi nous, on double de taille en chiffre d'affaires, en effectif, tous les 2 ans. C'est énorme. Donc voilà, là maintenant on est 600, c'est quand même assez costaud, assez ambitieux. Et donc le corollaire de ça, c'est qu'il nous faut des managers pour équiper cela. Et nous, notre parti pris, c'est de dire on ne va pas aller chercher à l'extérieur des collaborateurs qu'on va faire venir pour manager. On va plutôt essayer de favoriser la montée en interne des talents locaux, des gens. Et donc on va recruter des gens qui ne sont pas juste des compétences, mais des potentiels demain pour encadrer, animer des équipes. Et donc ces potentiels-là, pour qu'ils se révèlent, il faut leur donner des petits coups de pouce. Et c'est là où effectivement on a des parcours de formation pour aider ces managers. Voilà, un joli teasing. Et on va voir avec vous, Charles, comment vous faites grandir ces talents et ces managers pour
pour pour reprendre la métaphore de la petite graine, qu'ils s'épanouissent et qu'ils fleurissent. Merci en tout cas d'être là ce soir pour Actinum. Philippe Sanguero, merci d'être également là pour faire ce parallèle entre effectivement le sport et puis les ressources humaines. Alors c'est vrai que beaucoup de conférenciers dans le domaine du sport nous font ces parallèles-là, mais c'est vrai que quand on a préparé, je me suis dit tiens, c'est extrêmement pertinent le parallèle entre la machine à café et puis le vestiaire. Non mais oui, un lieu du collectif. Dieu sait qu'elle nous a manqué cette machine à café pendant le Covid. C'est pas si évident que ça en entreprise par rapport au sport, hein, Philippe? Non, c'est vrai que j'ai une approche un peu particulière par rapport aux gens du sport qui viennent dans l'entreprise parce qu'on essaie tout de suite de transposer et on oublie qu'il y a des différences majeures. Et je le dis souvent, mais les managers d'entreprise ont beaucoup plus de mérite qu'un grand manager sportif parce que les leviers qui sont les plus durs à activer pour aller chercher ce sentiment d'appartenance, ils sont beaucoup plus naturels dans le sport. Cet esprit d'équipe, la reconnaissance, les joueurs ont une reconnaissance de l'extérieur, du public. Le manager n'a pas besoin de déployer la même énergie pour remettre l'équipier dans le sens de la marche régulièrement. Il y a un sujet de temporalité des échéances qui fait qu'on se rend compte beaucoup plus vite quand on a un collaborateur qui décroche et on traite le sujet à chaud. Il y a la notion aussi de la rémunération qui n'est pas neutre malgré tout. Le sujet de la passion, puisque forcément tous ces gens-là dans le monde du sport sont habités par une passion qui les a fait arriver là. Donc il y a des grosses différences. Malgré tout, le point commun qui n'a jamais été aussi prégnant, c'est cette notion, le manager, il est le garant de l'équilibre entre bien-être et performance. Et ça, c'est vrai dans les deux univers. Voilà, ça c'est le point central. Et autour de ça, il y a des vraies choses à aller chercher dans le monde du sport. Il y a des choses intéressantes. Je fais une petite parenthèse sur ce que doit être le manager. Il y a quelque chose que j'ai noté tout à l'heure. J'ai eu un entretien avec Thierry Dussautoir, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui était super intéressant, qui parlait d'une notion qu'on oublie souvent, c'est la légitimité. On est bon quand on se sent légitime. Et pour se sentir légitime, il faut être accompagné. On n'est pas du tout dans le sujet de la prédisposition. Thierry Dussautoir avait toutes les prédispositions pour être capitaine. Il a mis 3 ans à se sentir légitime. Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut se former, que ça prend du temps et que c'est pas. C'est exactement ça. Ça tombe pas du ciel comme disait Charles. Et c'est bien au-delà des aptitudes humaines relationnelles. C'est avec les fameuses soft skills dont on a parlé. Et dans le sport, on dit qu'on joue comme on s'entraîne. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de la culture de l'entraînement qui est souvent pas assez présente dans l'entreprise. Et donc, on se sent légitime et épanoui quand on sent qu'on a les bons outils. Oui, et quand on est entraîné par les autres, cet effet de groupe versus les silos qu'on peut trouver en entreprise. Hein. Bien que de plus en plus on prône un management horizontal, le parallèle avec le sport justement et le rugby en particulier. Mais c'est une difficulté, ça aussi, je me rends compte des limites parce que on a changé de verbatim. À l'époque, on n'avait pas de problème avec les chefs. On suivait un chef. Sans trop réfléchir. Comme en cuisine. Hein, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle nous challenge vachement par rapport à ça. Et on ne veut pas des chefs, on veut des guides. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'un chef, il donne un ordre et on ne le discute pas. Le guide, on peut le challenger sur la direction qu'il souhaite prendre. Donc, je reviens à ça, c'est beaucoup plus énergivore pour les managers d'aujourd'hui que pour les managers d'hier. Mais la nature est ainsi faite et l'humain est ainsi fait qu'il a besoin d'un référent. Et qu'à un moment, on a cette limite aussi des organisations très horizontales parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et qui donne le là, qui soit quelque part un peu le chef et l'entraîneur. On va y revenir, Philippe. Merci en tout cas d'être là. Laura Siboni, avec vous, on va faire un pas de côté. On va dézoomer avec ces sujets qui occupent les managers, qui occupent les entreprises, qui occupent aujourd'hui toutes les organisations liées aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle. Alors vous, c'est venu, je le disais tout à l'heure quand je vous ai présenté, par l'envie de raconter des histoires, de transmettre, puisque vous êtes prof à HEC en particulier. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi l'un des points forts de l'intelligence artificielle, de montrer ce besoin des compétences transversales. Parce que c'est ce qu'évoquait aussi le baromètre, de faire dialoguer les disciplines. Moi, je ne suis pas du tout ingénieure. À l'origine, je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation littéraire. Si je me demandais comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un
et savoir que ce livre va lui plaire, alors que la personne ne l'a pas lu, que chaque livre est unique, chaque lecteur est unique. Donc comment est-ce qu'on sait ? Alors bien sûr, on peut demander aux personnes, on peut leur dire qu'est-ce que vous voulez lire, mais souvent la réponse, ça sera un peu comme si on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire. Si un manager laissait la liberté absolue, on demande surprenez-moi. Il y avait la méthode Amazon, c'est les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre, mais c'est une méthode qui est biaisée. Et donc, c'est là que j'ai découvert le matching par similarité, donc l'une des potentialités de l'intelligence artificielle pour mettre en relation des bases de données. Et ça m'a mené à travailler à Google Agriculture, qui est une petite équipe au sein de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui fait des expériences d'intelligence artificielle pour les rendre plus accessibles, et donc qui va faire dialoguer les arts et la technologie, sans les opposer, alors que traditionnellement, surtout en France, on a tendance à opposer les littéraires et les scientifiques, ceux qui travaillent avec les chiffres, ceux qui travaillent avec les lettres. Là, au contraire, ils se sont dit on a un trésor de 8 millions d'œuvres, de chefs-d'œuvre qui ont été numérisés auprès du musée d'Orsay, du musée de l'Ermitage, du MoMA, du Met. On ne va pas le laisser dormir dans une base de données. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, ils ont développé des expériences d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être testé, il y a quelques années, Art Selfie, qui est une application où vous prenez votre selfie et qui va trouver, toujours grâce à ce matching par similarité, les similarités avec les portraits qui sont dans la base, les 300 ou 400 000 portraits qui font partie des collections de Google Agriculture. Ça marche aussi pour les managers ? Ils peuvent se faire un petit selfie ça marche. Ouais. Alors, en général, les managers, c'est eux qui rajoutent des filtres pour qu'on trouve un résultat qui soit flatteur, qui corresponde à ce qu'on voulait. Alors, le manager, qui, on le disait, est à la manœuvre et un peu le soutien parfois, hein, puisqu'on ne braque pas trop les projecteurs sur eux. Ces managers, justement, ils sont soumis à des injonctions, c'est Barbara qui le disait, qui sont souvent contradictoires et paradoxales. On stigmatise beaucoup l'échec et on essaie souvent d'oublier l'échec. Comment faire quand on est manager, justement, pour oser prendre des décisions, quitte à ce qu'il y ait peut-être un échec, quoi. Pour moi, c'est même ce que soulignait le plus le baromètre, c'est des paradoxes. C'est qu'on voit le besoin de former, qu'en même temps on manque de temps pour former. C'est tous ces paradoxes autour du développement des compétences managériales qui montrent qu'on est dans une période de transformation. Mais le fait de développer une culture de l'échec, de valoriser l'échec, ça, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où la donnée est tellement importante, c'est devenu crucial. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les données relatives à l'échec sont hyper importantes, en fait, hein. Oui, c'est même souvent les plus précieuses parce que c'est celles qui font économiser d'autres échecs. Donc oui, une transformation IA, c'est pas un nouveau logiciel qu'on vient plugger sur ce qui existait déjà. C'est pas juste maîtriser une nouvelle fonctionnalité d'Excel ou passer quelques heures à tester ChatGPT. Ça demande des changements plus profonds, ça demande une responsabilité de la donnée, de savoir qui produit la donnée, et souvent la donnée vient du terrain, et donc demande d'adapter la gouvernance de l'entreprise, d'adapter les modes de management, et notamment de développer une culture de l'échec pour éviter de glisser sous le tapis tout ce qui n'a pas fonctionné. Alors là, je parle de façon abstraite, mais de façon plus concrète, je l'ai vu par exemple dans le domaine cosmétique, lorsqu'on fait des tests pour les colorations cheveux, par exemple, il faut passer par beaucoup de tests qui ne vont pas fonctionner et qui coûtent cher. Les cheveux verts, oui, c'est ça, pour éviter que les colorations verdissent ou jaunissent, qu'elles tiennent bien sur la durée, sur les cheveux. Et ça pose évidemment des soucis aux managers parce que c'est des gens qui sont extrêmement formés, qui ont passé des dizaines d'années à se former en toxicologie, en pharmacologie. Oui, et quand ils sont confrontés à l'échec, justement, ça interroge. On va y revenir. Charles, vous disiez tout à l'heure que vous recrutiez des personnes et que vous les formiez, que vous les faites évoluer pour qu'elles grandissent. Il y a déjà quelque chose de particulier chez Lucas. Il y a un grand oral qui permet de se dire cette personne-là, elle a du potentiel, c'est peut-être un futur manager. Racontez-nous comment vous faites et puis revenez sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça c'est vraiment important et ça nous conforte dans ce que dit le baromètre. On ne n'est pas manager. Ouais. Et on n'a pas le temps. En plus, je rebondirai aussi là-dessus, parce qu'effectivement, nous chez Lucas, notre conviction, parfois on manque de temps pour effectivement se former, mais nous on leur laisse pas le choix aux managers. On leur dit vous allez en formation et on fait faire ça. Alors, pour répondre à ta première question,
Le grand oral, qu'est-ce que c'est? Chez Lucas, on recrute 250 personnes par an, donc c'est pas mal. Et en tout cas pour une société qui était 250 il y a 2 ans et demi. Et tous nos entretiens se terminent pour le candidat par une étape qu'on appelle le grand oral, qui est une présentation d'un collaborateur sur le sujet de son choix. Ça peut être sur les arts selfie, ça peut être sur voilà, comment j'ai vécu la dernière Coupe du Monde de rugby, que sais-je. Donc c'est un sujet personnel pour apprendre à le connaître. Et il fait ça devant un parterre de Lucasiens de différentes équipes. Donc il ne va pas être juste uniquement face à ses collègues de son équipe proche. Ses pairs, comme on dit. Hein. Et ses pairs, exactement. Il va être face à une représentation de la diversité, une sorte d'agora de Lucasiens face à lui. Et cet élément-là, il va permettre déjà de voir s'il y a le culture fit, pas juste entre un manager et son manager, mais entre une société et le collaborateur. Et à cette occasion, un des grands avantages, on a vu aussi l'importance des soft skills, eh bien, il y a aussi des interactions qui se font de manière peut-être plus naturelle, moins construite en tout cas que dans un entretien classique dans lequel on est derrière une table, on est bien droit et voilà, on est bien peigné, pas comme moi, et on répond à des questions. On parle de passionnel, on rebondit, on s'invective, parfois même on dit bah, attends, je suis pas d'accord avec ça, moi aussi j'adore le rugby, mais là-dessus je n'étais pas d'accord. Chacun prend parti quand même, passion. Ouais. Donc ça c'est un élément qui est important. Donc ça c'était la réponse à la première partie de ta question sur le grand oral. Et après ce manager qui ne naît pas mais qui se construit lui-même, qui est responsable du travail des autres aussi, et puis c'est cet esprit d'équipe que mettait en avant tout à l'heure Philippe. Ouais, le manager, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un manager? En tout cas, quelle est sa principale mission? Moi, j'aime bien le dire que c'est quelqu'un qui est responsable d'autre chose que son propre travail, et donc il est responsable du travail d'autres personnes et d'une équipe. Et donc, pour faire ça, il a besoin effectivement de compétences. Que nous, on essaie bien de dire, il y a à la fois, alors pas des hard skills du manager, mais il y a quand même des choses qui sont concrètes, tangibles. Comment on évalue, comment on fait du feedback, comment est-ce qu'on gère la charge de travail d'un collaborateur. Donc c'est comment on écoute aussi, comment on écoute. Les managers. Hein. Et ça, c'est des pratiques et parfois même la prise en compte de process de l'entreprise qui permettent de suivre un flow et de ne pas être déstabilisé. Et après, il y a vraiment du soft skills, je vais dire pur, qui est effectivement une forme d'habitude, d'usage, qui n'est pas évident. Sentir à quel moment il faut que je fasse le feedback, parce que parfois, il y a des gens, ils n'aiment pas le feedback à chaud, ils préfèrent le faire à froid, etc. Et donc, cette subtilité-là, elle n'est pas évidente. Et donc, pour gérer cet élément-là, dans la parcours, parce que d'ailleurs, moi j'ai bien lu l'enquête, hein, c'est pas juste ceux qui ne sont pas formés, mais c'est qui n'ont pas de parcours défini pour devenir manager, eh bien nous, on a effectivement essayé de structurer au maximum un parcours sur 2 ans pour les primo-managers, donc c'est quand même une période assez longue. Ça rejoint ce que disait Barbara pour le baromètre, hein. On fait ça sur la durée. Hein. Exactement. Et on mêle à la fois de l'externe et de l'interne. L'externe pouvant donner un éclairage peut-être plus théorique, plus global, plus macro, et l'interne permettant de favoriser effectivement ces situations du quotidien, en tout cas plus facilement, en tout cas un vécu, et parfois même est ressenti par le collaborateur comme tiens là en fait je parle pas enfin je vais reprendre du Jacques Rancière, mais voilà, un sachant et puis un apprenant, mais plutôt quelqu'un qui a vécu, qui est passé au travers de ce que moi j'ai vécu, et donc qui peut me partager son vécu un peu comme un mentor, ou en tout cas ce type de partage-là. Et c'est pour ça que nous, en interne, on a une 40aine de formations interne pour des collaborateurs, dont à peu près un tiers qui sont juste pour les managers. Et c'est à la fois, voilà, moi, mes questions pour gérer un entretien, comment j'ai dû annoncer une nouvelle difficile à un collaborateur. Et ben, ces éléments-là, c'est un peu ce qui fait la patine d'un manager au fil du temps. Et bien, on pense qu'en interne, on est bien outillé pour le faire aussi. Ouais, et puis on voit hein, du pratico-pratique, du concret. Et tu le disais, Charles, l'idée de pouvoir manager au quotidien, de savoir à quel moment, c'est un réglage fin. Je dois faire le feedback, je dois écouter, je dois donner un petit coup de pouce. Ou, voilà. Un peu la même chose dans le rugby avec Philippe, les invisibles et puis les stars. Hein, c'est un peu ça. Hein, tu l'as vécu toi aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est assez vrai dans le rugby, je vais essayer de rester objectif, sans chauvinisme, c'est que c'est le seul sport de combat collectif. Quand je dis ça, on me dit non, il y en a d'autres. Non, c'est pas vrai. Il y a des sports collectifs avec des notions de combat. Mais le rugby a cette particularité, c'est que celui qui a plus le ballon joue un rôle pour la sauvegarde du ballon et devient ce qu'on appelle dernier passeur, premier soutien. En fait, il y a une sorte de culture de l'affrontement, mais positive, hein, c'est ça hein. Culture de l'affrontement collectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus le ballon, celui qui a passé le ballon est le premier soutien de celui qui l'a pour aider à la conservation. Donc, dans tous les autres sports, on s'écarte du porteur du ballon, on joue des duels. C'est pas vrai dans le rugby. Et cette chaîne qui n'est jamais rompue. Et quand rompue, on a compris ça, c'est fondamental.
ça crée les conditions de la confiance. Et je crois qu'en fait, c'est ce que doit être capable de faire un manager. Et c'est pour ça que je répète que c'est facilité dans le sport. Parce qu'il y a le risque pour son intégrité physique. Donc on est obligé d'accorder sa confiance très vite à l'autre. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on est en danger physiquement. Et donc ça crée tout de suite les conditions de la confiance. Donc ça va beaucoup plus vite. Et donc, comme tu le disais, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant et que j'ai souvent éprouvé dans les entreprises, c'est la frustration entre les services où les équipes back-office, assistantes des ventes, etc., se sentent pas valorisées dans la performance. Ça, au rugby, ça n'existe pas. Tu le vois souvent en interview et c'est pas des mots. Celui qui a été élu homme du match et qui a marqué 3 essais, il dit non, mais c'est grâce aux avants parce qu'on a été meilleur en conquête, parce qu'on a eu des bons ballons qui m'ont permis de me mettre dans les bonnes situations. Et c'est des réflexes qui s'acquièrent. C'est pas simplement de la com, c'est une vraie croyance. Donc on a les avants et les 3/4. Hein, voilà, qu'on n'est rien sans l'autre parce que chacun a un rôle bien défini. Et donc, encore une fois, ça amène un postulat d'esprit d'équipe qui est hyper intéressant à travailler, mais qui, je le répète, est plus simple quelque part. Après, la vraie fragilité et la difficulté dans le sport professionnel, c'est le management des égos. C'est aussi beaucoup plus fragile. L'équilibre est beaucoup plus fragile. Donc il y a une attention à avoir sur la dimension affective, émotionnelle. C'était intéressant dans le baromètre aussi, cette dimension relationnelle, émotionnelle, parce qu'elle est de plus en plus vraie dans les entreprises, parce qu'il y a cette nouvelle génération, je le répète, qui nous challenge beaucoup. J'ai un exemple hyper intéressant pour terminer. Je travaillais avec le club de rugby de Toulouse, et le manager Hugo Mola, avec les années, s'est rendu compte que ces nouveaux joueurs étaient moins assidus sur les moments importants de brief et débrief. Et donc, il a pris ça pour un manque d'éducation de cette nouvelle génération, disant les codes ne sont pas les mêmes, c'est un problème d'éducation. Et en fait, il a travaillé avec la cellule R&D d'Airbus, qui est le plus gros partenaire du club, qui lui a prouvé que ce n'était pas du tout un sujet d'éducation, c'était la génération du double écran, et qui avait un niveau d'attention qui n'était pas le même, et que pour les capter, il fallait les adresser d'une autre manière. Et donc, quand tu comprends ça, et que tu sais que cette nouvelle génération, elle t'oblige à repenser tes schémas. Donc il y a des entreprises plutôt en mode start-up où c'est moins un sujet parce que la moyenne d'âge est plus jeune, donc grosso modo la force du nombre fait qu'on a tous plutôt les mêmes codes, mais dans des organisations plus anciennes, plus rigides, en fait, ce que je notais tout à l'heure, c'est que le manager, pour moi aussi, il doit être beaucoup un lien intergénérationnel. Et ça, c'est un vrai sujet aussi à mettre dans des enjeux de soft skills sur ces sujets-là, sur la façon d'adresser les différentes générations et de les amener dans un objectif commun parce qu'on ne leur parle pas de la même façon. Alors Charles disait tout à l'heure que le manager doit s'intéresser au travail des autres, hein, aux managers. Il y a des relais très malins dans le rugby qui peuvent intéresser aussi le monde de l'entreprise. Je disais tout à l'heure la machine à café et puis le vestiaire. Il y a des relais de vestiaire. Oui, il y a des relais de vestiaire. En fait, ça c'est. Qu'est-ce que c'est que les relais de vestiaire? Ça s'est beaucoup démocratisé. En fait, avant, il y avait un capitaine choisi pour la saison et un vice-capitaine qui était le capitaine quand le capitaine était blessé ou au repos. Et c'était la courroie de transmission, ce qu'est un manager dans l'entreprise, entre la direction et les équipes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça amenait une grosse charge pour une ou deux personnes. Et donc, Fabien Galtier a été un des premiers à utiliser beaucoup ça. Il a responsabilisé 5 joueurs. En début de saison sportive, il a toujours 5 joueurs qui sont officiellement présentés au groupe comme des relais de vestiaire et des courroies de transmission entre la direction, donc le staff, et le vestiaire. Ça permet de diluer la pression. Ça déleste sur... Voilà. Parce que le manager, ça peut être vu comme le manager sportif, mais moi j'aime aussi comparer le capitaine d'équipe au manager de proximité. Parce qu'il a l'objectif du management de l'équipe et en même temps son objectif individuel du terrain aussi à délivrer. Oui, il est à la fois dans l'opérationnel, le concret, puis il faut qu'il donne un peu la et donc cette aussi. notion de relais de vestiaire, elle est hyper intéressante. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à creuser pour les entreprises pour amener des vrais soutiens de communication aux managers, parce que en fait, je pense que la parole qui est forte, c'est la parole rare.
Et le manager qui a besoin de communiquer beaucoup trop fréquemment, à un moment, son discours perd de son impact. Et donc, quand il y a des messages qui paraissent un peu moins importants, qui sont passés par ces relais-là, en lien avec les équipes, ça permet au manager de garder un peu de distance et de rester efficace quand il a une communication à faire. Pas mal cette idée hein, de relais de vestiaire pour cascader l'information, comme on dit, et la faire circuler dans le groupe. Et ça marche aussi en entreprise. Laura, on parlait tout à l'heure de ces données avec l'intelligence artificielle. Il faut alimenter la machine, j'allais dire. Hein. Si on revient sur la genèse de l'IA, c'est vrai que c'est une notion qui est quand même relativement flou, comment on s'y retrouve et comment on peut se dire, par exemple en entreprise, tout à l'heure Charles faisait référence au recrutement chez Lucas, qui sont nombreux, comment on peut utiliser habilement l'intelligence artificielle au-delà de « elle va nous délester des tâches chronophages » et sans valeur ajoutée. Alors déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, on devrait en parler au pluriel, puisque là, il s'agit des technologies. À l'origine, en 1956, l'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche scientifique qui vise à comprendre l'intelligence humaine en la simulant sur des machines. Puis ça a commencé à partir en vrille lorsqu'on en a fait une technologie, notamment grâce à l'explosion des données et à l'amélioration des capacités de stockage. Et alors là, des technologies, il y en a en tout genre. Et notamment dans le recrutement, on trouve des technologies d'intelligence artificielle qui vont se nourrir des données sur les candidats, sur les parcours, sur les formations, mais aussi des échecs, des CV qui n'ont pas été retenus. On y revient, les échecs. Tout à fait. Et des données qui viennent du terrain. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il y a des relais de vestiaire pour faire remonter l'information aussi, pour faire remonter les données qui viennent du terrain et qui n'existent que dans le vestiaire, qu'on va souvent perdre entre le vestiaire et le capitaine d'équipe. Et donc, toutes ces données-là... Philippe Aquies, hein, ouais. Surtout pas que descendants. Voilà. C'est ça, et ces données donc, qui viennent du terrain, elles vont aussi alimenter notamment le recrutement. Donc oui, l'intelligence artificielle est utile, mais tout dépend comment on l'utilise. Justement, comment bien l'utiliser, en particulier en entreprise. Comment un bon manager peut être habile avec l'intelligence artificielle, alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Certains disent oui, mais ça va être le meilleur allié du manager ou du collaborateur. D'autres disent mais attention, les métiers vont disparaître. Je pense que la première chose, c'est d'aborder le sujet sans naïveté, sans imaginer que ça sera de la magie. Une véritable transformation. Intelligence artificielle, ça demande de développer une culture de l'échec, ça demande souvent de changer les modes de gouvernance, la manière dont on collecte la donnée, la manière dont on va en être responsable. Ça demande de définir aussi ce qu'on appelle une donnée, parce que les données, c'est aujourd'hui, c'est nous. On produit plus de données en un an qu'on en produisait entre l'aube de l'humanité et les années 2010. Lorsqu'on déverrouille son iPhone avec son visage, notre visage est une donnée. Nos préférences, nos opinions, tout ce qu'on va mettre en ligne sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est des données. Donc ça demande déjà d'avoir une politique de la donnée, d'en être responsable, de les suivre. Et puis, au niveau humain, ça demande aussi déjà d'affronter toutes les peurs qui sont liées à l'intelligence artificielle. Parce que je vous disais, l'intelligence artificielle, à l'origine, c'est un champ scientifique, c'est devenu des technologies, mais c'est aussi un imaginaire. Et c'est un imaginaire qui est plein d'angoisses. Certaines sont fondées, mais souvent on a en tête les Terminator, le film Her. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle. C'est rarement des images positives. Et donc ça demande d'être très proche du terrain et de laisser chacun s'exprimer, déjà pour exprimer toutes les peurs qui sont liées à l'IA, la peur d'être remplacé, la peur de perdre son emploi, la peur de vivre dans un monde entièrement automatisé. Et donc ça demande déjà de laisser chacun s'exprimer. Une transformation IA, ce n'est pas quelque chose qu'on impose de haut en bas. D'une part parce qu'il y a ce besoin de transmettre les données, de cultiver une culture de l'échec, et puis aussi savoir anticiper, répondre à toutes ces peurs.
Qu'est-ce qu'on dit quand il y a ces sujets de ben oui, mais on n'a pas le temps de former les managers, manque de temps, problématique de formation, pendant les travaux la vente continue. Charles va nous donner son avis, mais est-ce que l'intelligence artificielle justement va pouvoir nous aider à aller plus vite, à prendre les bonnes décisions, à encore mieux manager? Alors si le seul objectif est d'aller plus vite, ne faites pas de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que déjà, la principale différence entre des systèmes très procéduraux, où si telle chose, alors telle autre, si on remarque une augmentation de tant de pourcents, alors on déclenche telle action. La différence entre des systèmes procéduraux et l'intelligence artificielle, c'est que les technologies d'intelligence artificielle aujourd'hui vont chercher des patterns, donc des logiques sous-jacentes à une base de données. Donc il n'y aura pas de loi, ça ne sera pas du 100%. Ça a demandé un temps d'entraînement. Et c'est ça la force de l'IA, c'est qu'on peut l'entraîner et sur des données auxquelles elle n'aura encore jamais été confrontée. Elle peut apprendre, c'est de l'apprentissage machine. Et donc... c'est... Donc aller plus vite, non. Aller plus vite, non, parce que ça demande un suivi, oui. Ça demande une modération. Soulager, oui, dans des tâches, je disais, sans valeur ajoutée. Soulager, optimiser, augmenter l'efficacité, voire faire de nouvelles tâches, oui, tout à fait. Et les faire plus vite. Mais il faut passer par cette phase d'apprentissage et pas croire qu'on peut investir dans de l'IA et puis laisser le projet se développer seul. Ça demande une modération et un suivi de la donnée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour l'humain. Charles, réaction par rapport à ça et par rapport à un point aussi qui a été relevé, c'est il faut les piloter, ces compétences managériales, donc il nous faut bien un référentiel pour savoir un peu où on en est. Oui. Sur le temps passé, parce qu'effectivement ça peut nous faire gagner 5 minutes ici à corriger ou à traduire un mail en anglais, etc. Mais ça va pas donner du temps pour les managers pour effectivement se dire allez, j'y vais, je me coltine ma formation. Je pense qu'il y a au moins 2 mots-clés, allez peut-être 3, pour arriver à trouver ce temps-là. C'est 1, l'exemplarité, 2, expliquer, et puis 3, du fun. Et je pense que ces 3 éléments-là sont importants. Donc exemplarité, si votre manager lui-même n'est jamais en formation, comment expliquer au manager du dessous que c'est important qu'il y aille? Pas fastoche. Le deuxième... sur la dimension, on va dire, expliquer, vous avez peut-être vu, ou sinon pas, c'est une des vidéos TED les plus vues sur Internet, Simon Sinek, Start with Why, expliquer pourquoi. Limite, si vous avez un jour des managers récalcitrants en disant mais pourquoi est-ce que vous nous embêtez avec cette formation-là, envoyez-leur l'étude, et puis je pense que vous en convaincrez une bonne partie. En tout cas, ils comprendront un peu mieux pourquoi, tous les challenges et les défis qu'il peut y avoir associés à ça. Et puis, le troisième point, c'est le fun. Moi, j'ai l'impression aussi, en tout cas, en tant que DRH, au quotidien, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On demande des évaluations sur nos formations. Et si à la fin, les notes, c'est comme sur Uber, enfin, nous, c'est tout pareil. À la fin, il y a les petites étoiles, et puis les petites étoiles, elles sont pas bonnes. Je me dis, mince, cette formation-là, en fait, les gens, ils vont plus avoir envie d'y aller, et je vais gripper la mécanique d'apprentissage de mes managers. Donc, j'ai envie que les formations soient bien, et qu'ils y trouvent une forme d'énergie. Fun n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, une forme d'énergie qui est important. Et effectivement, former sur quoi? Et donc, c'est la deuxième question des compétences des formations. Parce qu'effectivement, on veut le former encore dire qu'est-ce qu'on attend du manager. Et un élément qui est important pour nous chez Lucas, c'est de définir des compétences associées à un manager, parce que c'est aussi ça peut paraître un peu scolaire, mais dire chacun des managers chez Lucas qui soit en charge des commerciaux, qui soit en charge de la gestion financière, qui soit en charge du développement web, il doit avoir un socle commun de compétences importantes. Une sorte de raison d'être du manager, quelque part. Hein, c'est un peu ça. On peut le dire, de raison d'être. Et puis parfois, c'est des mots-clés. Hein, mais, un élément tout bête, mais l'écoute, c'est un élément qui est important pour nous. Il y a l'exigence qui revient également. Il y a le leadership qui pourrait être proche de la notion de manager, mais en tout cas, la capacité à faire vivre un collectif et que la somme des individualités soit plus que... Enfin, que le résultat soit plus que la somme des individualités. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et tous les 6 mois, alors, en plus de ça, il a des compétences techniques liées à son métier. Donc pour le coup, est-ce que je sais bien vendre, etc. Mais tous les 6 mois, on fait une évaluation des compétences du team manager sur ces éléments-là. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que si je suis manager et que typiquement sur l'écoute, je suis un peu en dessous parce que en fait, mon manager à moi a eu des retours comme quoi l'écoute n'était pas terrible et qu'on peut objectiver ça.
et ben à ce moment-là, on peut effectivement former à certains éléments, à la prise de parole, à ces éléments-là sur lesquels le manager coince. Et donc mesurer, souvent, c'est un juge de paix pour mettre en évidence, et pour mesurer, il faut savoir quoi mesurer, d'où l'importance des grilles de compétences qu'on met en place. Oui, voilà, et du pilotage justement de ces formations qui sont entreprises. Technologie et formation, Barbara disait tout à l'heure, voilà, on a des formats hybrides, on a du e-learning, on a toute une palette de formations chez Lucas par rapport à ça justement. Des classes classiques, inversées. Oui, alors nous, on a été assez classique pendant un certain temps, donc on faisait du présentiel, et puis sur certains trucs on faisait du visio, et en fait le truc qui nous semble assez intéressant maintenant, c'est effectivement les classes inversées, dans lequel, un peu à l'américaine, vous savez, dans les universités américaines, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, on a les 5 heures de cours par semaine, en revanche, pour chaque heure de cours, il y a 10 heures de boule à la maison. En tout cas, j'ai fait des études aux États-Unis et c'était vraiment ça. Donc au début, j'arrive fastoche et puis en fait, j'ai jamais autant bossé que là-bas. Et ça a une vraie vertu, c'est que ça densifie le temps d'échange au moment où on est avec le professeur pour l'université et donc avec le formateur en formation à une intensité incroyable. Alors c'est pas exactement des classes inversées, mais c'est l'idée de dire des formations de long terme dans lesquelles on a des points d'étape avec le formateur, exactement, et sur lequel on arrive avec, et ben en fait, j'ai lu la théorie, j'ai essayé d'appliquer dans la vraie vie, et ben en fait, j'y suis pas arrivé. Dis-moi, formateur, comment est-ce que je pourrais faire ? Ah mais oui, cher ami, tu as fait toutes les erreurs classiques, alors voilà comment il faut faire. Et ces éléments-là, ça donne une densité, une importance, et aussi un côté très pragmatique à la formation qui peut être très intéressant. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga, mais nous, c'est une voie qu'on aime bien et qu'on expérimente, et qui, même à un certain niveau, Marche bien, ouais. Nos comités de direction, on a picousé un peu ça et ça marche bien. Ça fonctionne bien. Tout à l'heure, Philippe Laura parle évidemment de technologie. On parle beaucoup, ça fait partie des mots qui ressortent dans le domaine des ressources humaines et du management le plus souvent, les fameuses data. Qu'est-ce qu'on fait avec les data ? Qu'est-ce qu'on en dit Les data, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on en attend, quelle lecture on en fait et comment on veut l'exploiter. Dans le sport, au départ, on s'est un peu trompé. On s'est dit c'est super pour le manager parce que ça va nous amener toutes les réponses pour composer les équipes, voir quels sont les joueurs en forme du moment. Et puis on s'est rendu compte assez vite que c'était pas aussi simple que ça. Donc on a pas mal évolué avec la data, même si pour ceux qui connaissent bien le rugby et qui ont écouté Fabien Galtier analyser la défaite de la Coupe du Monde, il s'est quand même largement planté dans sa communication. Parce qu'il s'est abrité beaucoup trop derrière la data alors qu'il y avait plein d'autres raisons pour expliquer ce qui s'est passé. Mais pour revenir au sujet, en fait... C'est-à-dire que dans le management, dans les entreprises, il ne faut pas se cacher derrière les data aussi, quoi, c'est ça ? Non, mais en réalité, je pense qu'on vit une époque aussi où cette nouvelle génération a complètement intégré cette dimension digitale. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on promeut des fois des managers qui ne le sont pas naturellement, et donc la data est hyper rassurante, parce qu'elle permet, si on veut, et si on n'a pas un cadre très précis qui vient justement de la dimension RH globale, de manager que sur le quanti. Mais à part que quand on manage que sur le quanti, on oublie quand même un gros point de la problématique de l'animation d'une équipe. Alors par rapport à l'animation d'une équipe et par rapport à ce quali, il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans les résultats du baromètre et qui nous interpelle tous, c'est cette intelligence émotionnelle, cette écoute active, cette nécessité d'être en vraie proximité terrain avec les managers. Dans le rugby, évidemment, intelligence émotionnelle, savoir capter les signaux faibles. Là, on revient à la subjectivité de l'humain et à la décision du manager. Et ça, je crois qu'il faut... et c'est là où on revient à la culture de l'échec et à la nécessité de désinhiber ça dans les équipes et de vraiment favoriser et de renforcer la possibilité de la prise d'initiative. Le vrai sujet, c'est pas de se tromper, c'est la capacité de faire la bonne analyse de son échec pour ne pas le reproduire. Arsène Wenger disait souvent, j'ai fait une conférence avec lui, il disait, elle est super la phrase de Nelson Mandela derrière laquelle tout le monde s'abrite, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. À part que dans le sport, faut pas perdre trop souvent. Mais c'est la réalité. Donc il faut quand même être en capacité très vite de faire la bonne analyse de l'échec. Et donc aujourd'hui, cette data, elle amène une vraie valeur ajoutée parce qu'elle permet d'avoir une
cartographie très précise et complète de l'adversaire, de la façon dont il faut le jouer pour le battre, et donc elle sert à préparer le match. Donc en amont, elle est très importante, et c'est là qu'on revient au sujet de l'entraînement. Par contre, le jour du match, je faisais un échange pour une conférence avec Laurent Labitte, qui était le coach de l'équipe de France, et il me montrait toute la data du match contre l'Italie l'année dernière pendant le tournoi Destination. Et il me dit, voilà, à ce moment-là du match, ils ont un truc hyper intéressant, c'est le rapport de force psychologique. Ils ont un croisement de tellement de données que ça leur permet de dire quelle équipe est la plus forte psychologiquement à ce moment-là du match, au-delà du score. Et donc, il me dit, à ce moment-là, contre l'Italie, on perd le rapport de force psychologique, ce qui n'était pas du tout prévu dans notre feuille de route, et la data nous montre qu'Antoine Dupont est cramé, qu'il faut le sortir. Mais il dit, là, on sait que là, on n'est plus dans la data. L'impact qu'il a sur les autres joueurs, à ce moment-là, un moment de faiblesse psychologique, l'impact d'Antoine Dupont, la data ne nous montrera jamais à quel point il est important, mais nous, on sait. Et donc là, on en revient au subjectif. Et malgré tout, je pense qu'il faut se dire qu'on ne pourra jamais occulter ça et qu'il faut mettre en perspective la data pour ce qu'elle peut nous amener en termes de capacité de prise de décision, mais qui restera toujours partielle. Laura, par rapport à ça, justement ? Moi, ça me faisait penser, lorsque vous parlez du rapport de force psychologique qui se révèle à travers la data, simplement aux ingérences étrangères qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors le sujet semble éloigné, mais aujourd'hui, des pays ont la capacité de cibler les personnes qui vont être les plus influençables. C'est ce que faisait Cambridge Analytica, au croisant des données sur nous tous, à partir de nos amis, de nos centres d'intérêt, de nos préférences, de nos likes, de nos réactions en ligne, de notre historique de navigation, enfin, d'énormément de data. Lorsqu'on les croise, on arrive à trouver les personnes qui vont être les plus susceptibles d'être influençables sur tel ou tel sujet, de s'abstenir d'aller voter, les plus manipulables en ligne aussi. Et donc, ce rapport de force psychologique, c'est pas quelque chose d'abstrait ou qui se manifeste que dans le sport. C'est quelque chose qui se révèle à travers des données. Tout dépend bien sûr de quelles données on veut utiliser, mais qui est déjà présent dans nos quotidiens. Vous savez certainement que les réseaux sociaux en savent plus sur vous que vos propres parents, certainement, parce qu'on peut croiser des capacités, des quantités de données gigantesques. La question, c'est quelles données on choisit, comment est-ce qu'on les croise, et puis quel usage on en fait. Charles, réaction ? Ouais, très concrètement, donc moi je suis DRH et on doit nommer un manager. Donc j'ai par exemple un poste de manager d'une équipe commerciale qui se donne. Et j'ai 2 candidats. Et j'en ai un, en fait c'est un super vendeur. Il a exposé tous les objectifs de booking, etc. Il a éventuellement des avis de pair il est très agréable, etc. C'est très bien. Et puis un autre, il est un petit peu moins bien sur ce booking, un peu moins sur les avis de pair. La grille de compétences peut-être un petit peu moins bien. Et le choix pourrait être évident, mais nous, très concrètement, dans ces cas-là, pour revenir et rebondir sur la notion d'intuition, mais c'est dire au manager qui va nommer le néo-manager, mais concrètement, là, demain, est-ce qu'il y en a un de tes deux qui est déjà impressionné ? Est-ce que demain, je sais pas, tu dois laisser les clés de ton appart, auquel des deux tu le fais, pour tester des éléments qui font de nous des humains, qui sont la confiance, qui font le fameux potentiel dont je parlais tout à l'heure. C'est très, 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 très compliqué à formaliser. Donc, il y a les datas d'un côté, et concrètement dans la vie, à un moment donné, il y a ce courage, je pense, managérial ou organisationnel de dire, ok, il y a des indicateurs, mais c'est qu'un faisceau d'indices. Et à un moment donné, il y a un flair, il y a le gut feeling, comme on dit, les entrailles qui disent... Un sentiment qui fait que... Je veux dire, c'est comme être amoureux. Enfin, je veux dire, c'est pas telle personne, elle a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ok, je t'aime, c'est bon, c'est parti. Non, il y a un truc en plus. C'est une intuition, c'est une envie. Dans Matrix, il disait, on s'en sent from bones to balls. Et il y a ça. Et donc je pense que quand on sent un manager, à un moment, il faut sentir ces trucs-là. Et c'est pas évident, mais il faut y aller. En conclusion, moi, j'aimerais que vous vous adressiez chacun avec votre domaine de compétences, votre prisme, un message à nos amis qui sont dans la salle, et puis aux managers. Philippe, peut-être, qu'est-ce qu'on dirait continuer, attention aux compétences comportementales. Non, moi je trouve qu'il y a une période de transition qu'on est en train de vivre qui est super intéressante. Encore une fois, cette nouvelle génération, j'y reviens souvent. Ça veut dire qu'il ne faut pas lutter, hein. Mais non, je crois qu'il ne faut pas lutter. Je crois qu'il faut être humble et en capacité
de s'adapter à ces nouveaux codes. C'est pas toujours évident dans certaines organisations. D'autant qu'il va falloir, pardon de te couper, trouver des managers qui seront dans ces générations-là. Hein, donc, Oui, bien sûr, il faudra les trouver. Et après, honnêtement, il faut mieux accompagner les managers qu'hier parce que leur champ d'action en termes de responsabilité n'a jamais été aussi large. Parce qu'on n'a pas parlé d'un sujet, mais qui est une réalité, c'est la tension sur le marché du travail dans tout un tas de métiers qui amène à revoir son niveau d'exigence à la baisse. Et donc, quelque part, on est perdu quand on est manager et qu'on a une certaine vision de la façon dont on veut faire son métier, mais qu'on sait qu'on est obligé de mettre ça un peu entre parenthèses parce que... Tu finis par choisir par défaut, quoi. On choisit par défaut et ça amène beaucoup de frustration. Donc, il y a ça à intégrer, il y a cet enjeu générationnel, il y a l'enjeu du télétravail, où on n'a pas forcément les équipes ensemble à disposition tout le temps. Et là, quand on parle d'intuition, de flair, etc., c'est aussi là, en voyant les attitudes, les comportements qu'on décèle. Le French flair au rugby. Ouais, mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Mais, donc voilà. Et puis le dernier sujet, peut-être, c'est cultiver quelque chose qui est très naturel dans le sport et qui est vraiment moins dans les entreprises, c'est l'auto-évaluation. Je me rends compte que très souvent, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, au moment des entretiens, quand les managers reçoivent leurs équipes, en fait, l'entretien est complètement pollué et perd tout son impact parce qu'il y a un écart de vision énorme. Et que la façon dont le manager voit le travail de son collaborateur et la façon dont le collaborateur voit son travail, l'écart est tellement important que la discussion part là-dessus et on oublie complètement l'objet. Et en fait... en amont, pour éviter ces problématiques. Moi, je dis aux entreprises d'encourager au maximum l'auto-évaluation. Quand un coach reçoit son joueur, à 90%, 95%, le joueur sait ce que le coach va lui dire. Il y a cette mécanique de l'auto-évaluation, parce que ça va vite, parce qu'on sait qu'on a peu de chance, et donc c'est à cultiver dans les entreprises, parce que cette capacité d'auto-évaluation, elle permet d'avoir des débriefings beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus sains, et d'amener une dynamique de challenging qui est super intéressante. Ouais, voilà. Puis on gagne en efficacité, puis en confiance mutuelle aussi. Charles, le DRH que tu es, quel message tu as envie de passer? Moi, j'en dis, c'est un peu find your style. C'est genre trouver votre style. Enfin, on a vu aussi la diversité des besoins qu'il pouvait y avoir. Et il n'y a pas un manager profil type parfait pour tous. Et moi, j'aimerais justement, on a parlé de data, mais j'aimerais remettre l'humain au centre. Il n'y a pas un modèle unique, parfait de manager. Il y a différentes façons. Et justement, dans le parcours de formation qu'on met en place, on essaye de pas le faire sur mesure. On aimerait bien, mais il y a des coûts en face. Hein, mais au moins de le personnaliser pour que chaque manager puisse travailler sur ses faiblesses, mais aussi être excellent là où il est bon et là où il va être pleinement épanoui et avoir un maximum d'impact. Donc, pour moi, le but dans former des managers, c'est aussi les aider à trouver le style optimum pour eux et pour la société. Et c'est pas facile. Mais tu y travailles, voilà. Et surtout rendre la vie des collaborateurs et des managers la plus facile et la plus sympa possible aussi. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, je rebondis, tu avais dit un moment, tu avais un peu, enfin pas opposé, mais tu as dit il y a le bien-être et la performance. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que les deux vont ensemble. Et qu'il y avait un « et », mais en fait c'est de conjoints. Et donc oui, ce style-là permet d'augmenter le bien-être des équipes et leur performance. Tu dis toujours arrêtons d'emmerder les... Hein, ah oui, oui. Oui, c'était le mot effectivement de Pompidou à l'époque qui avait dit à Chirac, qui voulait inventer une nouvelle tasse, genre arrêtez d'emmerder les Français. Et ben moi effectivement je dis arrêtez d'emmerder les collaborateurs, laissez-les libres de prendre l'espace qu'ils veulent et d'exceller dans un domaine. Et parfois en tant qu'RH on va avoir la main sur tout. Et ben à un moment donné non. Lâchons prise. Hein, allez, lâchons prise et oublions un peu le process. Laura, pour terminer, vous qui écrivez des livres, si on devait écrire en lien avec les résultats de ce premier baromètre vraiment riche d'enseignements, et merci encore à Actinum et à Parlons RH, je salue Thomas Chardin, merci Thomas d'être là. Comment on écrirait le bouquin ? Il était une fois, ça commencerait comme ça ? Mais on a tellement parlé de laisser la parole à tous que moi j'aimerais conclure non pas sur une synthèse mais sur une question et vous demander quand est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour la dernière fois ? Alors ? Tout à l'heure ? Par mail ?
de suggestions mail il y a quelque temps. Analyse de verbatim d'une enquête collaborateur pour savoir ce qui ressortait le plus. Analyse. Ouais. Ben, la réponse, c'est qu'on est en train de l'utiliser en ce moment. Parce que c'est en ce moment ce qui optimise la batterie de nos portables, c'est en ce moment ce qui sécurise notre compte bancaire, c'est pour beaucoup ce qui nous a permis d'optimiser notre temps de transport pour arriver jusqu'ici. C'est aussi ce qui formate nos opinions, parce que c'est ce qui va sélectionner le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ce qui sélectionne les musiques qu'on écoute pour ceux qui sont sur Spotify ou Deezer. Donc en fait, on l'utilise en ce moment, l'intelligence artificielle. On est déjà plongé dedans et je pense que les questions dont on a discuté aujourd'hui, c'est comment mieux... C'était pas Frédéric, c'est une IA qui les a posées, c'est ça ou c'est un hologramme en fait. Je voyais un relevé de sourcil de Charles qui voulait tout dire. Merci en tout cas, merci à tous les trois. On peut les applaudir. Philippe Tronguero, Laura Sibonnier et Charles de Fréminville. Merci, je vous invite à rejoindre nos amis dans l'assistance. Je vais rappeler Gwenaël Rigolet. Gwenaël, merci de venir me rejoindre. C'était vraiment passionnant hein, cette table ronde et ces échanges. Tiens, je vais te donner un micro. Gwenaël, on a vu hein, les compétences clés des managers qui étaient mises en avant, l'importance de l'apprentissage continu, du partage, de l'expérimentation, de l'auto-évaluation, d'avoir aussi un flair à côté des datas. Comment justement Actinum, tu l'as dit, hein, qui est né il y a 14 ans, se positionne sur ces sujets et apporte des réponses à ces besoins? Alors, comment on se positionne? Déjà à travers ce baromètre. Vous pourrez le retrouver à la fin, on vous le remettra en sortant. Voilà. Donc ça, c'est un élément de positionnement pour nous. Je sais pas, pardon. On se positionne aussi par rapport à tout ce qui vient d'être dit dans cette table ronde. Et je remercie Charles, Philippe et Laura. Oh là, c'est dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est de pouvoir aider le manager à s'outiller, à développer des compétences plus larges. Avec la personne qui est en train de filmer, on a créé Actinum ensemble. Je me souviens d'un brainstorming où on a fait le choix en fait, du nom. On l'a appelé Actinum en disant c'est génial. Bon, après, on a découvert qu'un A, c'était pas mal à l'époque, parce qu'il y avait encore les pages jaunes. Donc ça nous permettait d'être un peu sur le top de la liste. Ouais, comme le groupe Accor, hein, c'est ça, ça. Après, on a découvert que dans les appels d'offres, il y avait des plateformes. Et donc, du coup, on est arrivé en premier aussi. Je me suis dit, ouais, c'est super ça. On aurait bien aimé avoir l'intelligence artificielle à l'époque pour savoir qu'il fallait éviter de mettre 2 U. Mais bon, ça, on l'a pris après. Nous, vraiment, ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'accompagner les managers dans un continuum, d'où les 2 U, et d'agir. Donc, c'est aussi le côté action. Nous, notre continuum, en fait, il est formé de 3 piliers. La partie people. Comme vous l'avez dit, en fait, cette partie people, elle vise avant tout à développer les radars émotionnels du manager. Alors, ça passe déjà par la connaissance de soi, hein, de ses talents, mais aussi de ses convictions limitantes aussi, hein, sa manière de voir le monde, et puis aller à la découverte aussi des autres, de leur manière de penser. Et à partir de là, de développer de l'intelligence émotionnelle, de savoir développer de l'écoute active, puis après cette capacité aussi à rentrer dans l'imaginaire de l'autre, l'empathie, et puis commencer du coup à développer une communication positive, voire développer aussi une forme de leadership, de motivation. C'est tout ça pour nous la partie people. Ça passe aussi par la prise de parole en public, mais là on voit que c'est jamais fini, hein, en fait. Donc moi le premier. Et puis une fois qu'on a créé les conditions de ce collectif, le but c'est de générer des idées, de développer de l'intelligence collective. Et ça passe par la relation, ça passe aussi par l'environnement dans lequel on va le faire, ça passe aussi par la manière dont on va penser son management. Et autour de ça, après, cette intelligence collective, on se doit de l'organiser. L'organiser de telle façon qu'on va lui donner de la puissance, de l'énergie, de telle façon aussi que chaque jour qui va passer, c'est une zone d'apprentissage, c'est une zone de victoire. Et donc on va agir à travers une organisation qui peut être en mode projet classique, mais aussi en agilité. Développer des idées, c'est aussi aller à la rencontre de ses utilisateurs, de ses clients, de se benchmarker, de revenir en arrière, et puis d'adapter les produits et les services que l'on veut développer. Mais aussi l'organisation interne, parce que quelque part, en interne, on a des clients. Donc tout ça, en fait, c'est cette partie projet qui pour nous est essentielle, hein, qui va donner en fait de l'émulsion organisée. Et puis, l'entreprise, c'est pas juste un client, une équipe, un manager, un directeur. Une entreprise, elle s'installe dans un environnement. L'environnement, pour nous, c'est la planète. La planète, on la voit au sens large. Souvent, on le voit à travers uniquement le prisme de l'environnement.
Mais la planète, c'est simplement le monde qui nous entoure. C'est ce monde qui va nous permettre à la fois d'utiliser les moyens numériques qui nous sont à disposition pour pouvoir piloter la performance de ses équipes, de son organisation, mais c'est ce qui va nous permettre d'agir avec responsabilité. La responsabilité, elle passe par l'éthique, elle passe par la manière dont on s'adapte aux générations pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles, dans lesquelles on crée les conditions de travail, d'hybridation, mais en même temps cette capacité aussi à se projeter vers nous, collectifs, comment on utilise les talents de chacun pour générer de l'impact positif dans notre environnement. Par les réseaux que l'on développe, par, je dirais, les idées partagées que l'on a avec des partenaires, et puis aussi par notre mesure d'impact. Donc nous, c'est notre continuum People Project Planet, sur lequel on agit. Et on agit d'une manière... alors ça m'a conforté de vous écouter, parce qu'on agit dans une logique d'entraînement. Donc Charles disait tout à l'heure, il y a la logique d'interne et d'externe, et l'important c'est de s'entraîner. Alors, bon, c'est un mot un peu daté, un PEPS, mais j'avoue que j'ai pas 25 ans, donc je l'utilise. Notre pédagogie PEPS, c'est une pédagogie de préparation, se mettre dans les dispositions qui vont avec. C'est-à-dire que se préparer, ça veut dire se sourcer, s'auto-évaluer. Pour un sportif aussi, c'est ces tests de pré-saison quelque part. Eh bien, on va pouvoir les tester, développer de la connaissance autour de ça. Derrière ça, en fait, eh ben, on va aller s'entraîner. C'est Philippe qui le disait, l'importance de s'entraîner pour être le meilleur possible dans le match. Normalement, il n'y a pas de secret. Si on a des mauvais entraînements, si on ne le sent pas, normalement, on n'est pas bon. Sauf si vraiment celui d'en face a fait encore pire que nous. Donc l'entraînement. Donc nos formations, elles sont pensées comme des dispositifs d'entraînement aux situations professionnelles. Donc il y a des phases de théorie, mais tout de suite, on va simuler, se mettre en condition. Puis la formation, elle ne s'arrête pas là. Quelques jours, quelques semaines après, on va chercher à se perfectionner, analyser le match que l'on a vécu dans l'entreprise. Et donc cette analyse de match, elle passe par des ateliers de perfectionnement sur des temps limités, en présentiel ou à distance. Elle passe par des use cases qui sont étudiés, par des séances de co-développement, par plein de choses. Et puis à la fin, c'est Philippe qui le disait, on cherche à s'auto-évaluer. Et donc on va vouloir mesurer nos succès, plus ou moins grands, pour à partir de là, réenclencher une boucle d'amélioration. Donc notre pédagogie PEPS, on la déploie sur à peu près 700 formations par an. 50 000 managers ont été formés sur les 10 dernières années à peu près, autour de cette pédagogie. Elle est déployée sur des formats courts comme sur des parcours dans les entreprises. Parler d'impact, de territoire aussi. Moi, je voulais remercier aussi l'équipe d'Actinum, parce que c'est 25 personnes, mais c'est aussi 250 formateurs, consultants mobilisés sur le territoire, et c'est aussi plus de 1000 clients. Donc, c'est aussi ça, en fait, notre pédagogie, du coup. Il y avait une petite surprise, Gwenaëlle, je crois. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas préparé. Ce soir, c'était une manière aussi de réaliser un petit rêve, un petit kiff. J'ai toujours rêvé de dire ça. Donc, je voulais vous remercier déjà d'être là, d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que ça vous a intéressé. Mais je voulais surtout éviter de rester sur ça. Donc, pour ça, en fait, je ne sais pas si ça va arriver. Voilà, cette petite phrase, une dernière chose. One more thing. Pour les adeptes. Donc je voulais simplement en fait, vous faire cette petite surprise et j'espère qu'elle sera alignée avec ce qu'on s'est dit juste avant. Allez, on regarde. On a tous des potentiels, des talents, des succès. Ce qui compte vraiment pour évoluer, ce n'est pas qui vous êtes maintenant, mais qui vous voulez devenir. Ce qui compte vraiment, c'est de relever de nouveaux défis, d'apprendre de ses erreurs, de trouver les solutions, la solution, de recommencer, de s'améliorer encore et de s'entraider pour emmener les autres avec vous. Faites de chaque instant une opportunité d'évoluer. Progression, motivation, évolution, confiance, action. Le manager de votre évolution, c'est vous. Howard.
Alors, impressionnant, hein, Gwenaël. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Howard? Alors, ce qu'il y a derrière Howard, ça s'est initialisé à peu près en même temps que le baromètre. C'est 6 mois de travail derrière Howard aujourd'hui. Et on a voulu repartir de la feuille blanche et à chaque fois de s'enrichir des conclusions qu'on avait au fur et à mesure de ce baromètre. Notre feuille blanche pour nous, c'était de se dire, mais finalement, c'est quoi la pédagogie? C'est quoi apprendre? Tout à l'heure, Charles disait ce qui va être important, c'est de s'adapter, de proposer aux managers d'apprendre de la façon dont ils veulent. Donc nous, on s'est dit, finalement, la pédagogie, elle est polymorphe. Elle est présentielle, mais pas que. Elle n'est pas que de la classe virtuelle non plus. Elle est aussi dans le métro quand on a 1 minute devant soi, entre 2 stations. Elle est sur l'autoroute quand on écoute un podcast. Elle est quand on échange aussi avec des amis, en présentiel ou en ligne. Et donc, autour de ça, on s'est dit, mais comment on pourrait regrouper tout ça? Et de là, en fait, on a dit, on va créer Howard. Donc Howard, c'est une application digitale qui va vous permettre de développer vos compétences tous les jours, à n'importe quel moment, par des petites actions, mais qui sont mesurées, sur lesquelles vous allez vouloir progresser. On va utiliser aussi une forme d'intelligence artificielle qui va apprendre de vous et qui va vous pousser des contenus en fonction de vos résultats, de vos appétences, mais aussi de ce que font les autres, des échanges que vous avez avec eux. Donc Howard, c'est un peu tout ça. Et ça vient compléter des dispositifs de formation dans le sens où un DRH peut vouloir l'intégrer dans ses dispositifs en plus de sa formation présentielle, dans le cadre de parcours. Il peut vouloir faire en sorte qu'il y ait des communautés apprenantes qui se créent à travers les formations. Mais vous avez aussi un entraîneur qui peut vouloir utiliser Howard aussi pour évaluer une performance collective, consolider de la data. Donc Howard, c'est un peu ça, mais c'est le user qui est important. C'est celui qui va l'utiliser, qui va en faire ce qu'il veut. Donc Howard, c'est ça. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, normalement. Alors, derrière Howard, déjà, il y a une volonté d'être dans l'action. Le point de départ, c'est d'être dans l'action. Alors, vous remarquerez, en fait... ah non, ça ne vous l'avez pas vu. Voilà. Donc, l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser l'application pour répondre à vos problèmes du quotidien. Moi, là, par exemple, en venant, j'aurais bien aimé avoir Howard et lui dire je stresse un peu, là, comment je pourrais réduire mon niveau de stress avant mon intervention? Et j'aurais aimé, du coup, avoir Patrick sur une petite vidéo d'1 minute 30 qui m'explique, voilà, t'inquiète pas, c'est une opportunité. Et donc, derrière ça, c'est aussi comment capter l'attention, comment adapter son discours, travailler son niveau de langage. Il y a plein de sujets derrière la prise de parole. Et peut-être qu'une fois que j'aurais fait une vidéo, j'aurais voulu creuser les autres sujets. Donc, Howard, c'est un peu ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi la manière de s'auto-évaluer par plein de façons différentes. Des quiz, on peut vouloir s'auto-évaluer par des quiz, mais c'est des retours d'expérience. Après avoir mis en œuvre tout de suite. L'idée, c'est de vous donner des tips par plein de formats possibles, vidéo, podcast, etc. Mais c'est des tips directement applicables avec en retour de l'évaluation par la manière qui vous est adaptée. Et donc, après, certainement que notre volonté, c'est de vouloir mesurer votre progression et votre volonté d'aller plus loin. Et donc, on peut vouloir répondre à des sujets plus poussés. Par exemple, se donner des challenges plus longs, un peu comme une saison de sportif. Alors, je vous donne des exemples de challenges. Ça peut être réussir mes 30 premiers jours de manager. Donc, tous les jours, on va vous pousser un petit peu de contenu qui va vous mettre un peu au défi et qui va vous permettre de progresser. Ça peut être aussi réussir mon entretien d'embauche. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être plein de choses qui vous intéressent. Derrière Howard, nous, on va y mettre tout ce que l'on sait faire, nous. People, Project, Planet, mais pas que. Ce qui est important, donc là, c'est Charles qui le disait, c'est l'interne et l'externe. Au niveau de l'interne aussi, vous avez des ressources rares qui sont capables de transmettre. Elles pourront utiliser l'application pour rajouter leur propre contenu. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est que la formation, elle cherche à faire le mieux possible, proposer des parcours qui répondent aux attentes de référentiel. Mais vous avez aussi le manager qui, lui, a des problèmes du quotidien à résoudre. Et il aura la volonté éventuellement de pousser des contenus qui vont aider ses collaborateurs à résoudre ces problèmes ensemble. Donc, derrière Howard, il y a un contenu qui va s'adapter à l'utilisateur, il y a un enrichissement de parcours pour des DRH, et il y a aussi des managers, et voire même des mentors en interne, qui vont pouvoir l'utiliser pour enrichir quelque part le dispositif de formation et d'entraînement. Alors, c'est un contenu direct. Le but du jeu, c'est d'aller directement à l'essentiel. Pourquoi ça marche, comment tu fais,
qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, pourquoi ça marchait, là maintenant on va te l'expliquer. C'est aussi plein de sujets divers. Là vous en avez une liste non exhaustive, c'est avoir de la profondeur de catalogue. Cette profondeur de catalogue, elle va passer aussi par la capacité à l'enrichir, pas uniquement de nous, mais aussi de l'enrichir des collaborateurs. Elle va s'enrichir aussi d'une autre façon, parce qu'elle va mettre en évidence aussi un point qui est essentiel, c'est la communauté. La communauté, elle passe par des coachs professionnels, par des experts que l'on peut activer, mais elle passe aussi par des mentors en interne, qui vont le faire en plus d'eux. J'en discutais avec Patrick, par exemple. Si tu me permets, Patrick, je vais révéler quelques-uns de tes talents. Patrick, il est commandant de bord, instructeur, coach, et en fait, il gère chez Air France une cellule qui s'appelle les gainers. Enfin, il est partie active de cette cellule de gainers, qui sont en fait des instructeurs, mais qui, en plus d'être instructeurs et commandants de bord, se mettent à la disposition d'autres commandants de bord pour les aider. Et bien, ils pourront utiliser l'application pour faire ça. Donc, Award, c'est du contenu, de la progression, de l'évaluation, mais aussi des experts et une communauté qui s'active. C'est tout ça. Et donc, vous pourrez prendre rendez-vous avec des coachs, des experts sur différents sujets, par exemple Moselle, et vous pourrez aussi, donc, du coup, quelque part, construire cette application de la façon dont vous avez envie d'apprendre, et pas celle que l'entreprise voit pour vous. Voilà, donc c'est ça, Howard. Pour nous, c'était important de vous le présenter. La bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre. Puisque derrière l'application, en fait, vous l'aurez à l'automne 2024. Donc on va avoir en fait tout un tas de MVP intermédiaires. Et ce soir, on va vous laisser la possibilité, si vous le souhaitez, d'être les early adopters, et donc d'avoir la possibilité, en scannant le QR code qui est sur vos tablettes et sur les écrans, de pouvoir l'utiliser pendant 6 mois à partir du moment où elle sera sortie. Donc vous les avez sur tous les écrans ici. Ce que je voulais dire, en fait, c'est Award, c'est un complément de ce que l'on fait nous aussi en présentiel chez Actinum. Donc tout ça, c'est fait un mix cohérent où en fait le but c'est d'avoir le choix. Donc on espère qu'on a répondu aussi à ces problématiques d'intergénérationnel, d'auto-évaluation, d'usage de la data et de la donnée, d'adaptation aussi au quotidien, d'aller chercher dans le concret. Les nouvelles générations, en fait, vous n'allez pas pouvoir les emmener dans une salle de formation en leur disant on va passer 2 jours ensemble, tu ne sais pas pourquoi encore tu es là, mais t'inquiète pas, ça va t'intéresser. Non, il faut qu'ils arrivent en étant déjà prêts, intéressés, en ayant déjà trouvé des réponses. Donc voilà, c'est ça notre promesse. On va se donner 6 mois pour y arriver et on compte sur vous pour nous aider aussi. Je crois qu'on va toucher au but. Barbara parlait tout à l'heure d'hydratation. Je sens ma voix là aussi. Je pense que c'est le moment. On a décidé aussi de vous permettre donc d'avoir aussi un cocktail qui permettra d'avoir des échanges informels et de recueillir vos avis, vos témoignages par rapport à cette soirée. Et puis d'aller rencontrer Charles, Philippe, Laura, Frédéric, Thomas et toutes les personnes ici présentes pour vous enrichir mutuellement. Donc merci à tous. Une très bonne fin de soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir encore une fois Gwenaëlle Rigolet. Merci Gwenaëlle. Bravo pour Howard. On a hâte. Voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et c'est maintenant le temps des échanges. Merci encore.